Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier sommet 4.0 digital. Ravi de vous retrouver. Je m'appelle Fabien Mangione et je suis enseignant-chercheur à Grenoble INP Génie industriel et rattaché au laboratoire GESCOP. Je suis également co-titulaire de la chaire Transformation 4.0 avec Emmanuel Perret qui a animé les sessions précédentes. C'est dans le cadre de cette chaire détenue par Grenoble INP Génie industriel et l'UEMM de l'Ain que nous vous proposons ce sommet cette semaine. Cette chaire a pour objectif d'accélérer la transformation 4.0 des industries et d'intégrer dans les formations les défis du 4.0. Pour rappel, ce sommet 4.0 qui a débuté lundi vise à débattre sur l'industrie 4.0 et les impacts de la crise et à questionner la pertinence de l'industrie 4.0 dans les crises économiques et sanitaires que nous vivons. Il s'articule autour de 5 webinaires, 3 ont déjà eu lieu et ils seront bientôt disponibles en replay. Nous avons eu la chance d'entendre Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher et Philippe Darmaillan, président de l'UEMM, qui ont encouragé les industriels à saisir les opportunités, à poursuivre les développements, tout en étant attentifs à la cohésion sociale. Les éclairages de Lucille Curana-Perrier de GPI et Thomas Reverdy, sociologue, nous ont aussi permis d'établir un état des lieux pendant cette période de pandémie, d'évaluer les moteurs opérationnels sur lesquels s'appuyer. La deuxième session sur les hommes et l'évolution des métiers a permis d'aborder le volet crucial de l'humain dans cette transformation, de l'acculturation au développement de nouvelles compétences expertes, hybrides et transverses, en passant par la transformation des métiers et l'évolution des pédagogies pour aller vers du Teaching Factory. Cette session a aussi valorisé l'apprentissage qui plonge les étudiants au cœur des problématiques des industriels. La troisième session portait sur les perspectives que permettent l'industrie 4.0 sur l'adaptabilité de la chaîne de valeur en période de crise. Après un focus sur 2 technologies en fort développement que sont l'IoT et la fabrication additive, proposées par Philippe Bianic et Julien Bajolet, Christophe Jacquemet a présenté comment sa société a franchi le pas et a mis à profit ces technologies dans le cadre de son activité. Aujourd'hui, lors de cette 4e session, nous aborderons comment les entreprises peuvent profiter d'opportunités et de compétences nouvelles en travaillant avec son écosystème. Sandrine Caroli, professeure à Polytech Grenoble et membre du laboratoire PACT, nous présentera les résultats d'un projet de recherche sur les Fab Labs et leur interaction avec le monde industriel, notamment lors du premier confinement. Ensuite, Peggy Dust, directrice de la société Conductix, située à Belay, vous présentera la démarche entreprise pour booster son innovation en s'appuyant sur des centres de recherche comme le CEA ou le CETIM. Jackie Mazzolini, dirigeant de la société SMP Moule, continuera en développant l'importance du travail en réseau d'entreprise dans le cadre de l'association French Moule Cluster notamment. Enfin, Daniel Brissot, directeur de Grenoble INP Génie industriel, et Marie-Hélène Lebranchu, déléguée générale de l'UEM de l'Ain, concluront cette session. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Pour les interventions, nous diffuserons des pré-enregistrements, puis nous ferons des échanges en direct. Ainsi, vous pouvez poser vos questions via le chat pendant les vidéos, les temps de questions-réponses ou les interventions des différentes parties prenantes. Je vous propose donc de commencer dès maintenant par un message de M. Xavier Breton, député de l'Ain. Nous enchaînerons ensuite avec Sandrine Caroli qui vous présentera l'environnement des Fab Labs. La crise sanitaire a bousculé et bouscule dans nos vies personnelles, dans notre vie collective et puis bien sûr dans notre économie. Je voudrais tout d'abord souligner tous les efforts d'adaptation qui sont faits, notamment au niveau des entreprises, pour répondre du mieux possible à ces nouvelles contraintes, à ce nouveau contexte. Il y a notamment toutes les questions qui sont liées à l'organisation, à partir du numérique, du digital, qui donnent des réponses, parfois intéressantes, parfois limitées, mais qui en tout cas ouvrent de nouvelles perspectives. On se rend bien compte que cette période de crise est en train de nous ouvrir de nouveaux horizons. Ce n'est pas la solution miracle, mais on se rend compte que ça peut être effectivement de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons qui se découvrent avec cette utilisation du numérique. Il est besoin aussi de réfléchir un peu à l'impact du numérique et pas simplement de le subir
mais bien essayer d'anticiper tout son intérêt et également toutes ses limites. C'est pour ça que l'initiative que prend l'UIMM de l'Ain cette semaine est vraiment une excellente initiative. C'est pas réfléchir chacun de son côté, mais bien ensemble. C'est pas réfléchir uniquement le temps d'une matinée ou d'une après-midi, mais bien sur toute une semaine, et bien d'avoir des occasions de réflexion en commun sur ces évolutions qui sont devant nous et savoir ce que nous allons en faire. C'est pour cela aussi que dans la démarche territoire d'industrie qui est initiée par l'État et la région, nous avons souhaité introduire une fiche action qui est dédiée à cette industrie 4.0 pour effectivement sur un territoire industriel comme nous l'avons dans notre département de l'Ain et puis tous les territoires industriels sont concernés, eh bien que cette dimension numérique qui est en train de s'ouvrir à nous, nous sachions aussi en conserver un aspect humain. Ça semble important de ne pas être dépassé par des évolutions technologiques qui iraient plus vite, plus loin que ce que nous voulons, mais bien aussi conserver une dimension humaine, de ne pas oublier que le numérique doit être, tout comme l'économie, eh bien, au service de l'homme. C'est le souhait, le vœu que je forme avec cette semaine, ce sommet 4.0 organisé par l'UIMM de l'Ain, en lui souhaitant un bon succès. Aujourd'hui, je voulais vous parler des Fab Labs comme étant un nouveau partenaire pour les entreprises. Et il s'agit d'une recherche que j'ai réalisée dans le cadre de l'ANR qui s'appelle Orsilab. Alors, qu'est-ce qu'un Fab Lab? Fab Lab, c'est un lieu, c'est un espace ouvert au public où n'importe qui peut venir, fondé sur le Do It Yourself and Do It With Others. C'est-à-dire qu'on y trouve des machines, des outils à commande numérique, des découpeuses laser, des imprimantes 3D, et c'est ouvert à tous les makers. Ça peut être des bricoleurs, des personnes qui viennent de l'université, des startups, des entreprises, n'importe qui peut venir dans un Fab Lab. L'objectif est de produire par soi-même des objets. Le Fab Lab offre la possibilité de faire du prototypage, des petites séries, et de tester des projets uniques, voire des projets qui vont aller rencontrer un marché. Alors, je vous ai mis là 2 slides qui présentent le projet ANR, que vous pourrez consulter. Notre projet, il visait principalement à décrire c'est quoi un Fab Lab, notamment en termes de caractérisation de son fonctionnement, de comprendre les usages des Fab Labs et les activités qui s'y déploient individuellement et collectivement, et puis d'accompagner quelques projets. Alors, notre première étape a été de faire de la revue de littérature pour comprendre un peu ce qu'est un Fab Lab, et on a pu voir que selon les objectifs et les résultats, on avait différents types de Fab Labs. Alors, il existe des Fab Labs plutôt d'entreprises qui font du prototypage et de l'innovation, qui sont plutôt dans la rencontre avec un marché, des Fab Labs associatives qui sont plus fondées sur la communauté, les citoyens, et qui se trouvent dans l'innovation à la fois en termes de production, mais aussi de connaissances. Et puis des Fab Labs éducatives qui visent plutôt des services pour la connaissance, la production, également et le prototypage. Notre méthodologie de la recherche Orsilab a été de suivre 12 Fab Labs en France et au Québec, avec des entretiens individuels auprès de différents acteurs, des Fab Managers, des animateurs, des utilisateurs. Et nous avons réalisé 4 séances de design thinking, 20 séances d'observation et un travail d'accompagnement sur l'espace de travail et l'analyse fonctionnelle. Les premiers résultats de cette recherche montrent qu'il n'y a pas un type de Fab Lab. La définition du Fab Lab va dépendre de son fonctionnement, mais aussi de ce qui oriente la conception et l'innovation. C'est-à-dire que l'usage des Fab Labs se modifie au gré des pratiques d'innovation et que le Fab Lab est un lieu d'apprentissage, de collaboration avec l'usage d'outils et d'équipements. Et que le travail collectif porte principalement autour de l'animateur et du Fab Manager. À l'issue de ces premiers résultats, on a pu décrire 3 typologies de Fab Labs. Des Fab Labs communautaires, d'autres adossés à la recherche, et puis des Fab Labs d'entreprise.
Pour caractériser ces différents types de Fab Labs, on peut s'intéresser à l'origine des projets. Dans les Fab Labs associatives, on est principalement sur des projets qui viennent de users, makers, citoyens. Dans les Fab Labs éducatives, ce sont des projets qui viennent principalement des enseignants ou d'entreprises extérieures qui font appel à la formation. Et les Fab Labs d'entreprise, c'est plutôt des projets qui viennent de l'entreprise elle-même, des business units, avec très peu de projets qui sont portés par les personnes de l'entreprise. Pour caractériser ces différents types de Fab Labs, en termes de mission, d'espace, de fonctionnement, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Les Fab Labs communautaires sont plutôt des associations avec des utilisateurs tout venants et des objectifs de prototyper, mais aussi de donner la possibilité à des personnes et des makers d'être en relation. Le Fab Lab éducatif est plutôt dans les universités, avec des utilisateurs qui sont principalement des étudiants, des chercheurs et des startups. Elle vise des objectifs de prototyper et de donner des moyens d'apprentissage et de formation. Et les Fab Labs d'entreprise sont situés dans l'entreprise. Les utilisateurs sont principalement des salariés ou des services associés à des unités de production ou de recherche et développement. Et les objectifs sont de prototyper, mais aussi de pouvoir bénéficier d'une pluridisciplinarité par rapport à un fonctionnement habituel plutôt cloisonné dans les entreprises. Ces trois types de Fab Labs ont des espaces différents. L'espace est ouvert dans le communautaire. L'espace est semi-fermé en éducatif, tandis qu'il est complètement fermé en entreprise. Les modes de financement sont différents également. Dans l'associatif, c'est principalement l'État qui finance avec un tarif demandé aux usagers. L'éducatif est financé par l'État avec une gratuité. Pour ce qui est de l'entreprise, l'entreprise a un budget propre pour pouvoir faire fonctionner son propre Fab Lab. Les horaires sont toute la semaine avec une amplitude horaire importante par rapport au temps des machines dans le communautaire, alors qu'il suit des horaires scolaires en éducatif et il est sur rendez-vous et planifié dans l'entreprise. Pour l'utilisation des machines, on observe dans les Fab Labs communautaires une autonomie d'utilisation des machines par les makers après une formation, tandis que dans l'éducatif, les machines sont accessibles après une formation, mais avec un encadrement. Et dans l'entreprise, elles sont accessibles aux professionnels en fonction de leurs compétences. Ce qui fait que la sécurité est peu formalisée dans les Fab Labs communautaires, alors qu'elle est procéduralisée dans les Fab Labs éducatives et qu'elle correspond à une sécurité industrielle dans le monde industriel, dans le monde de l'entreprise. Concernant les équipements, on a beaucoup de machines diversifiées dans les Fab Labs communautaires, alors que les machines sont très spécialisées avec des équipements lourds dans les Fab Labs éducatives. Et on a beaucoup de machines avec une diversité de fonctionnement dans les Fab Labs d'entreprise. Les espaces sont également différents. On a des espaces moyens et optimisés dans le communautaire, des très grands espaces pouvant accueillir des grands groupes dans l'éducatif et des espaces moyens dans l'entreprise. Le petit matériel nécessite un paiement aux adhérents dans le communautaire, tandis que le matériel est donné, le petit matériel est donné aux utilisateurs dans l'éducatif, avec un budget propre de l'université. Et le matériel est donné aux utilisateurs avec un budget d'entreprise et de la récupération de matériel dans les Fab Labs d'entreprise. On observe peu de recyclage dans les Fab Labs éducatives et d'entreprise, tandis qu'il est plus présent dans les Fab Labs communautaires. Concernant l'effectif et l'encadrement, on a un manager et un animateur dans les Fab Labs communautaires avec des personnes bénévoles. Dans le Fab Lab éducatif, ce sont principalement des managers et des animateurs, dont des étudiants en contrat. Et puis dans les Fab Labs d'entreprise, on a des managers, des animateurs et des personnes aussi qui sont statutaires. On observe des différences de forme de travail collectif entre ces différents types de Fab Labs. Dans l'associatif, il y a beaucoup d'échanges de connaissances et de compétences entre les utilisateurs et les makers, avec de la sollicitation des uns et des autres.
Tandis que dans l'éducatif, les échanges sont structurés principalement autour du groupe d'étudiants en interaction avec le professeur et le soutien du manager et de l'animateur. Et dans l'industriel, les échanges sont très structurés dans le cadre de workshops. Néanmoins, il y a quelques relations informelles pendant les séances de créativité. Alors, qu'est-ce qui est produit en matière d'innovation? On observe des différences aussi selon ces trois types de Fab Labs. Dans les Fab Labs communautaires, on a principalement l'innovation de produits ou de services, avec aussi une innovation sociale sur l'apprentissage, la socialisation et la recherche de bien-être. Tandis que dans les Fab Labs éducatifs, c'est principalement une innovation de services et d'usage, avec l'apprentissage de compétences et des innovations techniques. Et dans l'entreprise, on observe des innovations de produits, de petites séries, mais aussi des innovations organisationnelles, car les Fab Labs sont des lieux où on peut booster plus facilement l'innovation. Alors, que viennent chercher les entreprises dans les Fab Labs? On peut observer qu'il y a différentes attentes, évidemment selon le type de Fab Lab, mais globalement, les entreprises, quand elles viennent dans un Fab Lab, elles viennent chercher des compétences de prototypage, elles viennent chercher aussi de la sociabilité, des échanges et de la pluridisciplinarité. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a des changements de pratiques d'innovation pour les entreprises qui vont transiter par les Fab Labs? Est-ce que ça change les pratiques? Alors, je prendrai quelques exemples pour essayer d'illustrer ça. D'une utilisatrice, petite entreprise, qui vient dans un Fab Lab communautaire. C'est une femme qui a 2 ans d'ancienneté dans le Fab Lab et elle fait de la conception de design mobilier intérieur. Elle utilise le Fab Lab pour faire de la conception d'abat-jour. Elle est à son 7e essai sur l'imprimante 3D. Le Fab Lab, pour elle, est la possibilité de tester l'idée et de gagner du temps. Cette matérialité lui permet de concevoir plus rapidement son projet. Et si elle avait à passer par une autre entreprise, ça lui coûterait trop cher et ça serait trop long, voire impossible pour la conduite de son projet. Donc elle apprécie beaucoup le Fab Lab pour pouvoir tester ses idées, avoir aussi de nouvelles idées. Par exemple, elle va discuter avec d'autres personnes qui vont lui ouvrir d'autres perspectives par rapport à son projet. Et puis, elle peut utiliser les différentes machines auxquelles elle n'avait pas pensé initialement, qui lui permettent d'avancer dans son projet. Je vais prendre un autre exemple d'un utilisateur qui vient de créer une start-up. Alors, cette personne a hébergé pendant 1 an et demi dans un Fab Lab éducatif, gratuitement, avec des échanges de services. Elle a monté une société de 3 salariés depuis, et son projet était autour de création d'objets décoratifs interactifs pour des sociétés de services. Pour elle, le Fab Lab a été un lieu de prototypage, d'essai d'erreur. Elle n'avait pas les compétences pour utiliser les machines, donc elle s'est principalement appuyée sur le Fab Manager. Et l'innovation qu'elle a trouvée, ce n'est pas forcément une innovation de produit, mais une ambiance, une relation de confiance, un respect qui lui a permis de mener à bien son projet. Le travail collectif est limité aux interactions avec l'animateur et le Fab Manager pour elle. Et ça l'a amené véritablement à des changements de pratiques de conception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans son entreprise, elle a mis un petit établi derrière son bureau pour passer à un prototypage rapide et voir la faisabilité de ses idées. Le Fab Lab lui a permis de se mettre au design, de prototyper, et elle s'est découverte. Je vais prendre l'exemple d'un 3e utilisateur qui lui aussi a monté une start-up. Il utilise le Fab Lab depuis 3 mois, après avoir utilisé dans son propre parcours de formation des Fab Labs communautaires et éducatifs. Donc il a une grande ancienneté dans l'usage de Fab Lab. Lui, il a besoin de découpe laser et d'imprimantes 3D, donc il vient principalement au Fab Lab pour le matériel, et il cherche à transformer un graveur DVD en petite graveuse laser. Donc, il utilise des tutoriels, il récupère des déchets, et pour lui, le Fab Lab est vraiment un lieu où il peut faire des rencontres et qui lui permet de faire de l'éco-conception. Pour lui, la définition du Fab Lab, c'est un énorme garage avec plein d'outils ouverts à tout le monde, où il a une autonomie pour prototyper, il n'a pas besoin d'accompagnement par un animateur.
Pour lui, innover, c'est réutiliser, faire de la preuve de prototypage des petites séries, et le Fab Lab lui permet de gagner du temps pour innover, avec des supports matériels et un espace disponible. Et il ajoute que le Fab Lab est un lieu aussi de rencontre de cerveaux qui sont intéressés par les mêmes problématiques, et c'est un prototypage citoyen. Je prendrai enfin un dernier utilisateur, une grande entreprise qui travaille du coup avec un Fab Lab en mettant un contrat d'apprentissage d'une école d'ingénieurs, où la personne en apprentissage peut passer 2 jours dans le Fab Lab éducatif sur son projet de fin d'études. Pour cette grande entreprise, le Fab Lab est l'occasion de pouvoir être en contact avec un réseau de chercheurs, de laboratoires, car ils n'ont pas les compétences à l'intérieur de l'entreprise. C'est un projet en électronique, informatique. Et le fait de passer par le Fab Lab avec cette ressource de contrat d'apprentissage lui permet à cette entreprise d'être dans un processus itératif, avec des étapes de prototypage, un travail autonome sur les machines, et de trouver les compétences là où il n'y en avait pas, c'est-à-dire à l'extérieur de l'entreprise, dans le réseau, et de pouvoir être beaucoup plus actif sur une rapidité d'exécution du projet, plus actif aussi sur la recherche de composants et de matériel nécessaires au projet, et de pouvoir développer un travail collectif avec l'entreprise. Je prendrai un dernier exemple de réseau de Fab Lab et d'innovation par rapport à la gestion de la crise Covid. On a eu une réactivité très forte au niveau territorial des Fab Labs et Makers, en partenariat avec les entreprises et chercheurs pour innover du matériel indispensable. Je pense notamment à des visières qui ont été conçues pour du personnel médical et paramédical dans des hôpitaux, des EHPAD et pour le personnel de secours. Et ça a été rendu possible par ce courant des makers qui a été beaucoup plus rapide que les entreprises elles-mêmes en termes de réactivité et d'innovation. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir pour les entreprises, c'est que le Fab Lab est un nouvel acteur important dans la conception et l'innovation. Le Fab Lab est un lieu de prototypage pour le projet. C'est un lieu aussi où l'innovation, elle dépend du travail collectif et de la manière dont on rentre en interaction avec d'autres personnes. Et les projets et la créativité sont 2 entrées essentielles pour ce lien avec le Fab Lab. Alors néanmoins, il y a une diversité de types de Fab Lab et il faut bien choisir aussi en fonction de ces projets. On retiendra que le Fab Lab est un lieu d'expérimentation avec des machines, avec des essais-erreurs, du bricolage. Parfois, dans certains projets, on peut tenir l'éco-conception. Et surtout, le Fab Lab a un grand intérêt pour la pluridisciplinarité et pour faciliter une rapidité et un gain de temps sur la réalisation des projets de conception. Merci de votre attention. Merci Sandrine pour cette présentation éclairée sur les enjeux des Fab Labs. Regardons maintenant 2 autres projets collaboratifs mis en place dans les PME de l'Ain. Dans un premier temps, Jackie Mazzolini, dirigeant de la société SMP Moule, vous expliquera pourquoi et comment sa société a été moteur dans la création de l'association French Mold Cluster, dont il est d'ailleurs le président. Dans un second temps, Peggy Dust, directrice de la société Conductix Wangler, vous présentera la démarche déployée dans son entreprise pour accélérer ses projets de développement malgré ou grâce à la crise. Alors, déjà, on travaille dans le domaine du moule pour l'injection des thermoplastiques. Donc, toutes nos fabrications ont un délai de réalisation relativement important et donc, de ce fait, on a beaucoup d'inertie. Un projet, donc un moule chez nous, c'est à peu près entre 5 et 6 mois d'études et de réalisation. Lors du premier confinement, on était dans notre inertie de travail et les modes de fonctionnement et toute la partie amont études étaient déjà prêtes. Ensuite, tout ce qui est, bien sûr, on a mis un plan d'action en place au niveau de la protection de notre personnel et des allées et venues dans l'entreprise, mais je dirais que c'était quelque chose qui était déjà plus ou moins bien adapté chez nous.
Peu de télétravail parce qu'on a des locaux qui nous permettent d'avoir des espaces de travail relativement grands avec une distanciation importante des gens, donc très peu de télétravail. Je crois qu'on a dû faire le premier mois du confinement en télétravail et au fur et à mesure, les gens sont revenus parce qu'on a adapté les locaux en fonction. Alors, déjà, pourquoi du comment, c'est important de le savoir. SMP, enfin tout le groupe Enidia fait partie depuis 30 ans déjà du syndicat des moulistes français, qui à une certaine époque s'appelait la FIM Moules et Prototypes. Donc, suite à l'arrêt du syndicat il y a quelques années, on a pris la décision de continuer à nous réunir et monter notre propre association de moulistes, car nous avions identifié que nos structures avaient les mêmes problématiques et que de gros doutes planaient sur l'avenir de la filière française du moule. Et on ne se voyait pas continuer sans une représentation syndicale. Donc, c'est là qu'est née l'association French Mold Cluster. Donc, alors, elle aurait dû naître début 2020, mais avec la situation sanitaire, on a repoussé donc sa création à septembre. Donc, c'est vraiment à l'issue d'un partenariat entre moulistes que cette association a vu le jour. Donc, ces moulistes sont les 5 des 6 plus gros moulistes français. Donc, je vais nommer SEMA, Hermo, Novatra, Rouxel et bien sûr SMP. Et puis, un 6e acteur est dans ce groupement qui s'appelle ACG Automatisme, qui est un automaticien intégrateur de robots. Donc, métier associé au moule aujourd'hui. Ben, de toute façon, oui, le cadre est extrêmement précis puisqu'on ne peut pas non plus fédérer certaines choses. On est vraiment concurrents sur beaucoup de domaines. Le but n'étant pas de travailler ensemble, le but étant d'aller vers l'avant et de regrouper les compétences de chacun pour faire aller de l'avant cette filière qui est un petit peu en désuétude, malheureusement, depuis quelques années. Donc, tous les acteurs actuels de la French Mold Cluster sont des experts qui ont chacun leur vision et qui portent un nouveau regard sur l'industrie et souhaitent œuvrer ensemble au bénéfice de leurs clients, bien sûr, parce que c'est là le but, c'est faire que nos clients profitent de cette action à long terme. Alors, l'association, elle a des objectifs, c'est surtout d'améliorer et de mettre en avant cette filière, d'accord? Donc, les grands objectifs, les grandes lignes, c'est quoi? C'est de mener des analyses prospectives et des stratégies communes en termes d'avenir, d'évolution du marché, de l'intelligence artificielle, de l'environnement, enfin plein de choses comme ça. C'est surtout mener des actions liées aux hommes, parce que dans la filière, on a des gros problèmes de personnel. C'est au niveau des recrutements, au niveau des formations spécifiques surtout, puisque on a de moins en moins de compétences. La mutualisation éventuellement. Ensuite, on a des actions de veille technologique qui sont importantes. Et puis, les dernières actions, celles sur lesquelles on est en train de travailler, ce sont des actions liées à la qualité. Alors, à la qualité de nos fournisseurs en particulier, puisque aujourd'hui, on dépend de fournisseurs qui sont de taille beaucoup plus importante que nous, moulistes. Et c'est toujours très compliqué de faire évoluer la qualité de nos fournisseurs quand ils sont de 10 fois ou 100 fois plus gros que nous. Donc actuellement, par exemple, les premières actions qu'on a mises en place auprès de nos fournisseurs, c'est justement essayer de mutualiser nos compétences en la matière. Je vais prendre le cas, par exemple, de bloc chaud ou de choses comme ça. Et on demande à nos fournisseurs de travailler avec nous sur la qualité de ces produits et pour aller vers l'excellence. Alors, déjà au niveau de l'association, c'est clair qu'elle est un petit peu au ralenti aujourd'hui, malheureusement, parce que quand on démarre une association comme ça, il faut que tous les acteurs travaillent ensemble sur les objectifs
Et c'est quand même délicat de se rencontrer aujourd'hui, donc on n'est pas en avance par rapport au timing qu'on s'était donné en début d'année. Donc on va essayer de continuer quand même, parce que l'objectif de cette association, c'est aussi, une fois que les bases seront posées, c'est d'accepter d'autres moulistes français pour venir nous rejoindre. Aujourd'hui, on n'a pas encore terminé les bases. Espérons qu'en fin d'année, on puisse être capable d'accueillir du monde. Donc voilà, en ce qui concerne l'association. En ce qui concerne SMP, eh bien, jusqu'à maintenant, l'activité est plutôt bonne. Notre activité principale, c'est la pharma, et la pharma est très porteuse aujourd'hui. C'est une activité qui est plutôt en croissance. Donc 2021 va être bien pour la pharma. Pour le reste des domaines d'activité qui sont les nôtres, c'est-à-dire la beauté, l'aéronautique, il y a un grand flou et je pense que ce sera une année plutôt très compliquée. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire et puis en espérant que cette situation revienne à la normale le plus tôt possible. Merci, Monsieur Mazzoli. J'en profite pour poser une question qui a été portée par un de nos auditeurs sur le chat, sur le déroulement de la collaboration et avec des potentiels concurrents. Donc, comment, de votre côté, se réalisent actuellement les discussions avec les autres membres de l'association? Alors, bonsoir à tous. La concurrence, elle est bonne quelquefois, elle est moins bonne avec des pays qui sont surtout les pays low cost. Mais aujourd'hui, on se considère les 5 partenaires de la French Mall Cluster, pas comme des concurrents directs, parce qu'on ne parle pas business. C'est clair que 60% de notre activité quasiment est issue des mêmes clients. Donc c'est compliqué, on ne parle pas de business. Là où on est vraiment des partenaires, c'est sur tout le reste. C'est sur les objectifs qu'on s'est donnés, voilà, c'est sur tout le reste. Merci. Je vous propose d'enchaîner sans tarder avec la présentation de Peggy Dust. Je m'appelle Peggy Dust, je suis la directrice de la société Conductix Ventfleur France située à Belay dans l'Ain. Conductix Ventfleur, c'est une société, une division du groupe Delachaux. L'ensemble de la division produit des systèmes dédiés à la conduction d'énergie et de données, aux engins mobiles, tout un tas d'activités industrielles. Donc ça va du collecteur aux rails conducteurs, aux enrouleurs à moteur, enrouleurs à ressort. Enfin, on a une gamme à peu près de 18 produits dédiés à ces fonctions-là. Et sur le site de Belay, nous avons environ 200 salariés et nous produisons des enrouleurs à moteur, des enrouleurs à ressort et des machines dédiées à la production de fibres optiques. Nous sommes le centre d'excellence, donc nous faisons de la R&D, de la production et de la commercialisation. Par rapport à la crise sanitaire, on a eu la chance de pouvoir poursuivre notre activité. On est un groupe, une division où nous exportons dans le monde entier et globalement, la crise ayant eu des impacts, j'allais dire par ricochet, on a pu maintenir une activité, on a pu continuer à vendre, même si l'activité s'est contrainte un petit peu. Globalement, le site, on s'est organisé avec effectivement le développement du télétravail et quelques mesures de conservation des employés, bien sûr, de protection, mais on n'a pas eu de jour d'arrêt. Et on a mis en place très peu de chômage partiel finalement, principalement sur les fonctions commerciales, parce qu'elle ne pouvait plus se déplacer. Autrement, donc on a poursuivi notre activité de façon un peu restreinte, mais quand même relativement correcte, relativement sereine, et on a pu maintenir notre chaîne d'approvisionnement. C'est tout l'intérêt d'être local. Nous, on importe peu de Chine, qui a été le premier périmètre touché, et on a différentes sources d'approvisionnement qui nous ont permis d'assurer la continuité.
Donc globalement, ça s'est plutôt bien passé. On s'est concentré sur l'essentiel. Pendant quelques mois, on a mis un petit peu en stand-by les projets de développement. Et puis on s'est rendu compte très rapidement qu'il fallait reprendre la main. Et c'est là-dessus qu'on s'est concentré là, depuis le mois de juin, sur reprendre les projets de développement et voir accélérer le développement. Donc en fait, on avait différents sujets de développement de nouveaux produits. On se concentre sur des développements relativement disruptifs par rapport à ce qu'on a fait par le passé. Donc on a une équipe assez dynamique, assez jeune, et ils ont souhaité poursuivre et accélérer ces développements. Donc on travaille beaucoup en partenariat avec le CEA et le CETIM. On est une entreprise de taille intermédiaire et c'est pas pour autant qu'il faut s'interdire de s'adresser à des grands noms, des grands soutiens. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est concentré sur des supports qui pouvaient apporter de la compétence. On les a utilisés notamment pour développer de nouveaux produits ou utiliser des applications existantes sur nos produits, et aussi dans la recherche de partenaires. Donc globalement, c'est plutôt un succès. On travaille avec le CEA depuis très longtemps et on poursuit et on accélère ce mouvement-là. Dans le même temps, on poursuit notre programme de rapprochement des universités. On accueille régulièrement des stagiaires et on peut faire appel à leurs compétences sur des développements particuliers ou commencer à contacter des doctorants sur certaines thèses qui peuvent nous intéresser pour avoir un petit peu de complément d'information ou de complément de compétences. Globalement, il ne faut pas s'interdire de s'adresser à ces gens-là. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et donc, nous pouvons bénéficier du soutien du gouvernement actuellement sur l'embauche de doctorants. Grâce à ça, on a pu contacter des personnes. Alors, on se l'interdisait jusqu'à maintenant parce qu'on se disait, OK, on a un projet actuellement, mais dans 2 ans, on ne sait pas trop ce qu'on ferait de cette personne-là qu'on aurait embauchée. Je crois qu'il ne faut pas se limiter, il ne faut pas s'interdire. Peut-être qu'aujourd'hui, le monde change tellement vite, on s'aperçoit qu'on est en permanence en évolution, en rotation, on doit en permanence se remettre en question. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'utilité qu'on en aura dans 2 ans, même si on en voit l'utilité immédiate. Mais je crois que si on veut tout savoir, on n'avance pas suffisamment vite et on se met des contraintes, et je trouve qu'on en a déjà beaucoup des contraintes. Donc, tentons l'expérience, essayons d'intégrer ces savoirs-là, et clairement, ça peut mettre un gros coup d'accélérateur sur nos développements. Donc voilà, on a fait ce choix-là et on va intégrer d'ici très peu de temps des doctorants sur 2 sujets majeurs de développement pour nos enrouleurs motorisés et nos machines de fibre optique. Et là, c'est clairement pour faire des ruptures technologiques et aller vers le 4.0. Donc voilà, on développe de plus en plus de la robotique et de l'automatisme. Voilà, l'idée, c'est d'intégrer ces nouvelles compétences qui sont disponibles. Le gouvernement nous aide pour ça. C'est des gens qui sont en recherche d'applications industrielles. Eh bien, allons-y, faisons la route ensemble. Et encore une fois, si on veut toujours tout maîtriser, on ne fait jamais rien. Je crois qu'il faut à un moment accepter cette part de risque, cette part d'incertitude. Et comme j'aime le dire assez souvent, la réponse est au bout du chemin. Parfois, il faut prendre le chemin pour en connaître l'issue. Nos équipes, elles ont plutôt bien intégré, parce que je pense que je les ai un petit peu formatées, je dois dire, elles ont plutôt bien intégré le côté évolution permanente. Elles acceptent relativement bien ce changement-là. Alors, pour des gens qui sont très structurés, c'est pas toujours très rassurant. Voilà, dans les domaines de la recherche et du développement, on a des gens souvent très structurés, très organisés et très méthodologiques. Leur faire admettre que les choses ne sont pas linéaires et que les choses ne sont pas toutes en maîtrise, oui, ça demandait un petit peu de travail pour les faire évoluer là-dessus. Mais globalement, elles sont plutôt partantes aujourd'hui et elles sont beaucoup moins en frein. Elles sont beaucoup en recherche de nouvelles technologies, elles lisent beaucoup. Il faut leur laisser aussi du temps à cette créativité pour aller creuser, rechercher. Elles sont abonnées à un certain nombre de magazines, entre guillemets. Elles lisent beaucoup les normes. Il y a un gros sujet sur les normes. Et elles s'inscrivent, elles participent activement au comité normatif. Donc, elles vont creuser et elles essayent de se tenir informées. On a un vrai sujet sur la partie normative où on s'aperçoit que sur tout ce qui est intelligence artificielle, data management, les Chinois sont en train de noyauter des organes de pilotage de normes
Et si on se laisse faire, on aura bientôt les choses dictées. Donc, il faut absolument être super actif. Donc, je les incite à participer et ils sont plutôt preneurs. Ça développe de la créativité, ça développe des idées. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils sont moins en frein. Mais par contre, effectivement, il y a eu un travail d'accompagnement au départ pour leur faire accepter de ne pas hésiter, d'aller demander, d'aller toquer aux portes, d'imaginer et puis de prendre des décisions sans tout maîtriser au départ. Et en se disant que l'avenir, de toute façon, l'économie et le développement sont vite, qu'on ne peut pas tout prévoir aujourd'hui. Dans 2 ans, je suis incapable de vous dire ce qu'on fera. On a une ligne, on essaye d'avancer, on essaye de garder le cap, mais il faut savoir remettre en cause ses choix et s'adapter en permanence. Alors, quand on collabore avec le CEA, d'abord, on a un échange informel sur les idées techniques ou la recherche qu'on est en train de mener. Et ensuite, bien sûr, tout ceci est formalisé, contractualisé, puisque effectivement, il y a des enjeux de brevets potentiels, ou d'applications potentielles. Donc, on est obligé de formaliser un petit peu tout ça sous forme de contrat. Pour autant qu'on a éliminé cette partie contractuelle dès le départ, la collaboration ensuite est sereine. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à contractualiser. Ils sont très, j'allais dire, ils sont très professionnels. Ils ont tous les éléments pour. Nous-mêmes, on a un service juridique. Au mieux, on peut se faire aider, mais il vaut mieux évacuer cette question-là assez rapidement pour cadrer le co-développement. Ensuite, effectivement, on est totalement libéré et ça laisse place à toute la créativité. J'allais dire, les ingénieurs, les chercheurs, ils ont besoin de se sortir de cette partie administrative pour pouvoir créer pleinement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le CEA, elle va chercher des technologies dans le marché, sur le marché. Elles sont force de proposition, elles connaissent beaucoup de choses. Ils connaissent beaucoup de partenaires. Ils nous ont aidés dans le choix d'un partenaire pour le développement. Donc, ouais, il faut le formaliser, mais ensuite, ça roule. Alors, les perspectives dans le contexte Covid, effectivement, et d'accélération de développement de l'industrie, j'allais dire, ça va un peu de pair. Eh ben, c'est plutôt positif. On vient de passer la session budgétaire, on est plutôt en croissance pour l'année prochaine. Après, cette année, une forte baisse quand même. On a été réellement impacté en termes d'activité. Mais on perçoit que l'année prochaine redémarre de façon plus sereine. On ne sera quand même pas au niveau de 2019. Et donc, du coup, on accélère vraiment le développement. L'axe, c'est clairement, il ne faut pas être en retard. Il y en a qui vont très vite. Il y a des périmètres, notamment la Chine, où finalement, ils ont traversé la crise sanitaire, même s'ils ont été plus impactés au départ, ils le sont beaucoup moins aujourd'hui. Et si on n'est pas là, quand tout va redémarrer avec des nouveaux produits, des nouvelles solutions et encore plus de compétitivité et encore plus de 4.0, d'automatisation, de collecte de données, de maintenance prédictive, eh ben, on sera sorti de la course. Et aujourd'hui, c'est plutôt une course au développement pour pouvoir être présent avec des solutions plus innovantes encore demain. Parce que finalement, c'est une toute petite période à l'échelle de notre économie. Même si les mois sont difficiles, même si les mois sont longs et douloureux actuellement, c'est une toute petite période et il faut savoir rester créatif dans cette période-là. Merci, Madame Decht, pour cette intervention. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat et que nous répondons aussi directement dessus. Donc, comme Madame Decht a parlé, les projets qui sont actuellement menés permettent d'aider l'entreprise à se déployer au 4.0. Et je vais donc en profiter pour reprendre une des questions qui a été posée sur le chat sur les opportunités du 4.0 pour les moulistes. Donc, Monsieur Mazzolini, pouvez-vous nous faire un petit point dessus? Donc, le 4.0, c'est pas une nouveauté dans le domaine du moule, puisque depuis déjà des années, il y a une grosse partie des usinages qui étaient réalisés par des robots, par du numérique. On travaille avec tous ces systèmes-là depuis bien des années.
Aujourd'hui, la partie 4.0, elle serait plutôt liée sur l'utilisation et l'exploitation des outillages, c'est-à-dire quelles données on peut remonter d'un outillage pour travailler, et donc donner de l'information, remonter de la data avec les machines d'injection sur comment on va injecter, comment on va vérifier la qualité des pièces, etc. Donc, c'est pas vraiment une révolution 4.0 dans le domaine du moule. Je dirais que c'est une continuité et une accélération de la partie numérique dans notre métier. Et est-ce que ça fait partie des thèmes abordés dans le cadre du cluster French Mold? Bien sûr. Bien sûr, c'est un des thèmes abordés et c'est pour ça qu'il y a dans notre French Mold Cluster, il y a 5 moulistes, mais il y a aussi un roboticien intégrateur de robots et de machines spéciales qui nous apporte donc toutes ses connaissances et son savoir-faire dans un métier qui fait que les outillages deviennent de plus en plus performants. Merci. Madame Decht, vous avez parlé de votre partenariat avec le monde de la recherche. Pourtant, souvent, on appréhende le monde de la recherche comme un environnement très théorique, sans retombées vraiment effectives, et encore plus pour une PME avec pas forcément de garantie. Comment vous êtes positionné par rapport à ça, et notamment toutes les incertitudes qu'on peut avoir lorsqu'on fait de la recherche? Alors, en fait, je crois qu'on part avec des a priori. Je crois que le CEA, les grandes écoles, les doctorats, ils ont de l'appétence pour tout ce qui est industriel. Ils ont de l'appétence pour nos applications. Donc, globalement, ils sont en recherche, ils sont demandeurs, ils sont assez faciles à contacter. Et en fait, nos échanges se font assez simplement. Je crois qu'ils se nourrissent aussi de tout ce qu'on apporte. Et puis, nos sujets, ils les abordent sous un angle différent. Ils nous apportent un nouvel éclairage. Et concrètement, moi, je trouve que c'est pas si compliqué que ça de faire appel à eux. Il y a vraiment, on peut pas acquérir toutes les compétences dans les entreprises. On peut pas tout connaître et on n'en aurait pas l'utilité à temps plein. Et globalement, c'est assez facile et c'est assez créatif d'échanger avec chacun. J'allais dire, faut pas s'auto-censurer. Et concrètement, faut passer ce cap et se dire, c'est possible, j'ai de l'aide potentielle, je peux les intéresser, j'ai un sujet qui peut amener sur autre chose. Et oui, je pense que ça se nourrit mutuellement, c'est à double sens. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais concrètement, c'est des portes qu'il ne faut pas hésiter à pousser et c'est hyper facile. Il faut pas se mettre de barrière. Alors, l'avantage, quand on a eu des ingénieurs qui ont, dans leur parcours, déjà fait appel à ces points de contact, à ces entrées-là, à ces grands acteurs, ils poussent la porte plus facilement. Mais par contre, après, il faut franchir la barrière de j'en ai besoin que pour un moment, où mon sujet ne peut pas être forcément intéressant. Et donc, y aller vraiment, quoi. Merci. Et qu'est-ce qui, à l'origine, vous a fait déclencher cette volonté d'aller vers le monde de la recherche, d'autant plus vers des grosses structures que peuvent être le CEA et le CETIM. Et puis, je pense que naturellement, quand on est une PME, on a peut-être un peu l'impression d'être un petit et se dire, voilà, ça va être des grosses structures qui vont plutôt être habituées à travailler avec des grands groupes. Moi, à la fois, avec mes petits problèmes, entre guillemets, je ne vais pas avoir forcément un intérêt pour eux. Est-ce que ce ressenti n'était qu'un ressenti ou c'est un peu ce qui s'est passé? Je pense que c'est tout l'inverse, en fait. Je pense que c'est effectivement une croyance, mais que c'est tout l'inverse. Les grands groupes, souvent, ils ont les moyens. Ils ont la compétence en interne où ils vont la retrouver sur différents sites. Sur les petites structures, finalement, j'allais dire, ils sont presque là plus pour nous. Et il ne faut pas se l'interdire. Après, on est vraiment, en termes d'innovation, je trouve qu'il faut faire venir de nouvelles idées.
On est en recherche de technologies disruptives. On essaye vraiment d'aborder notre problématique différemment. Donc, si on tourne toujours en rond avec nos idées ou notre concept ou nos anciennes conceptions, il y a un moment où on n'a plus de regard assez créatif. Donc, c'est cet éclairage qu'ils apportent. Aussi, j'ai remarqué qu'on avait tendance à réinventer la roue dans les usines et parfois, il y a des technologies qui sont disponibles, qu'on peut adapter, dont on n'a pas forcément la connaissance, pardon. Et donc, en fait, c'est quand même assez intéressant d'échanger avec eux et ils pensent un peu, j'allais dire, out of the box, un peu différemment, sous un angle différent. Et donc, ils vont nous éclairer, pourquoi pas essayer ci, pourquoi pas essayer ça. Et donc, en fait, je crois que Sandrine, dans le Fab Lab, le disait, c'est cette espèce de communauté d'idées, ces interactions, ces échanges, ces parcours différents. Non, faut vraiment... je crois qu'ils sont vraiment en recherche et je crois que ça les dérange même qu'on ne les voit que comme une grande structure dédiée aux grands groupes. Je crois que c'est tout l'inverse, au contraire, et que c'est souvent dans ces petites pépites, ces petites entreprises qu'on connaît de la créativité. Donc, il faut... franchement, il ne faut pas se l'interdire. Hein, allons-y, franchement, soyons pas timides. Pour continuer sur le sujet, Madame Decht, il y a beaucoup aussi de dispositifs qui sont ouverts aux entreprises que les PME malheureusement ne connaissent pas trop, qui permettent justement de faire les liens, d'avoir des avantages financiers ou fiscaux sur la participation à de tels projets. Vous, dans quel cadre vous avez contractualisé, puisque dans votre présentation, vous avez dit que vous avez contractualisé avec le CEA, l'engagement financier, et quelles aides et quels dispositifs vous avez mis pour réaliser tout ça? C'est principalement le CIR. Hein. Aujourd'hui, les soutiens financiers viennent beaucoup via le CIR. Il y a un dispositif spécifique sur l'embauche des doctorants actuellement, effectivement, mais il faut avoir un CDI à la clé. Globalement, c'est via le CIR. Il y a des sociétés qui sont spécialisées pour aider à demander des subventions ou identifier le dispositif et qui vous aident à remplir aussi tout ce qui est administratif, parce que souvent aussi, c'est un frein pour nous, petites structures. On est dans le quotidien et en fait, prendre ce temps d'aller chercher les aides potentielles et puis d'aller remplir tous les dossiers, c'est très, très administratif. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel il y a des consultants qui sont spécialisés là-dedans. Et à la fin, même si ça a un coût au départ, il y a réellement des gains à l'arrivée. Donc, c'est pas si cher que ça. C'est pas, on a beaucoup de CIR, hein, finalement. C'est une très bonne aide. Merci. Donc, effectivement, le CIR va vous permettre d'alléger un peu la charge sur ces expériences. On a parlé de la recherche, mais est-ce que votre société travaille aussi dans d'autres cadres de collaboration avec d'autres types de structures? On a parlé des Fab Labs, on a parlé d'entreprises du même secteur d'activité. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à l'ensemble de l'écosystème, je dirais? Alors, on fait peu appel au Fab Lab, je crois même pas du tout. Je ne saurais pas vous dire exactement. Par contre, on a d'autres sociétés du groupe qui ont d'autres technologies. Donc, on va collaborer au sein d'autres sociétés du groupe au niveau du partage de technologies et de soutien particulier. On participe effectivement à certains comités normatifs. On participe à des associations professionnelles. Donc là aussi, on a des échanges d'idées. Et puis là, en l'occurrence, pour le projet sur lequel on est accompagné par le CEA, c'est un développement. Donc, ils nous ont aidé à identifier un partenaire. Et ce partenaire est intéressé par notre développement parce que ça lui apporte lui-même un développement. Et cette technologie qu'il va développer avec nous, il peut l'utiliser pour d'autres applications que les nôtres. Donc, on est à la fin gagnant-gagnant et c'est ces contacts-là qui sont enrichissants. C'est-à-dire identifier l'entreprise qui va être intéressée par notre projet
pour laquelle on n'est pas trop petite, parce que c'est ça aussi le problème. Souvent, on cherche des partenaires, mais je crois qu'on l'a dit dans une des interventions, on est un petit partenaire pour la grosse structure et du coup, notre adaptation, notre besoin ou notre pouvoir de négociation, il reste faible. Et donc, c'est là où le CEA était intéressant, nous trouver le partenaire à la taille nécessaire pour notre besoin. Et on co-développe, nous on développe pour notre produit, on adapte le produit du partenaire sur notre produit et cette adaptation va lui permettre à lui d'aller vers d'autres marchés. Donc, c'est intéressant de se dire finalement des technologies qui sont différentes, jumelées peuvent faire quelque chose de bien dans un périmètre, mais aussi dans l'autre. Okay, merci. J'aurais une question pour à la fois M. Mazzolini et Mme Dej sur finalement les moyens que vous mettez en œuvre pour inciter vos collaborateurs à rentrer dans vos démarches pour, entre guillemets, ne pas être les seuls acteurs de ces démarches d'ouverture, que ce soit dans le cadre du cluster ou dans toutes les activités d'ouverture que vous avez proposées. Je vais peut-être prendre la main, je vous laisserai répondre après. On a des incitations d'abord financières au développement. Ça, c'est une première réponse. Et puis, d'autre part, je crois qu'ils sont en demande de créativité. En fait, c'est pas si compliqué que ça de les pousser à développer. Ils sont tous, pour moi, en recherche de nouvelles idées, j'ai pas l'impression que c'est ce qui a été parfois difficile à faire accepter, c'est d'intégrer des compétences sur lesquelles on n'a pas de vision sur le long terme d'utilisation de cette compétence. Mais par contre, la curiosité, ils l'ont naturellement. L'envie de rechercher, de se laisser du temps pour découvrir, de découvrir d'autres technologies ou d'autres applications, ça, j'ai pas trouvé que c'était si difficile que ça. Je vous laisse peut-être répondre. Monsieur Mazzolini. Alors nous, en ce qui nous concerne, je dirais que c'est plutôt bien accueilli par nos collaborateurs parce qu'ils sont quand même en demande de toutes ces informations et de ce cumul d'informations qui arrivent de chez, entre guillemets, nos concurrents. Et il faut savoir que les travaux qu'on a déjà démarrés avec le French Mall Cluster sont des actions qui répondent à leurs besoins immédiats. C'est-à-dire, si on prend par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé des travaux que l'on fait sur une partie de nos fournisseurs, les marchands de blocs chauds, les revêtements, les aciers, les choses comme ça. Toutes ces actions répondent à des besoins quotidiens et à des problèmes qualité qu'ils gèrent tous les jours. Donc, je dirais qu'ils mettent très, très peu de temps à adhérer au sujet et à se dire qu'en fin de compte, ce qu'on met en place, c'est pour le bien de la société, mais ça risque à terme de leur favoriser, de les aider dans leurs tâches. Donc, c'est plutôt très, très bien accueilli. Merci. Une question aussi sur laquelle vous pourrez sans doute répondre tous les deux encore. Voilà, dans le cadre de ces démarches, vous ouvrez un peu votre entreprise vers l'extérieur. Comment vous faites pour garder, entre guillemets, un avantage concurrentiel malgré une ouverture ou avec l'ouverture que vous faites? Alors, c'est plus pour vous parce que moi, je ne me mets pas forcément en danger là-dessus. Alors, c'est clair qu'on est concurrent, on l'a dit tout à l'heure, on est concurrent et la concurrence, elle se situe surtout au niveau de l'innovation et de la partie stratégique des concepts développés par chacune des sociétés. Chaque société a son savoir-faire, alors qui ressemble à celle du concurrent, mais il y a toujours cette petite chose qui fait qu'on est différent et qu'on apporte une performance différente sur un même produit. Donc, cette identité-là, il faut absolument qu'on la garde, qu'on la conserve, et celle-ci, on ne les change pas. Donc, même si on collabore étroitement avec nos concurrents, on garde notre savoir-faire, on collabore sur des sujets qui sont des sujets communs et pas des sujets hyper stratégiques. Merci à tous les deux pour ces réponses. Je vais prendre
Voilà, c'est une question qui vient d'être posée sur le chat par rapport notamment aux technologies 4.0. Avez-vous pour ambition d'intégrer l'ensemble des technologies 4.0 et notamment une de ces technologies qui peut être l'intelligence artificielle? Est-ce que ça fait partie du domaine de réflexion? Alors c'est vaste, hein. Les technologies 4.0, c'est un peu le melting pot, c'est un peu le truc où on fourre tout. Donc je pense qu'il faut regarder. On avait déjà intégré dès 2012 des technologies, j'allais dire, intelligentes sur des machines de production de fibre optique, où on faisait déjà de la maintenance prédictive, de la maintenance assistée, de la documentation interactive, des systèmes connectés pour les commandes de pièces, etc. Aujourd'hui, on voit des choses qui sont assez intéressantes. On pourrait aller plus loin. On a complètement automatisé une machine avec, j'allais dire, une technologie très avancée. Et on est, pour le coup, assez en avance sur nos concurrents. Donc, on a enlevé toute la part de main-d'œuvre, notamment sur des applications de tests de fibre optique, où là, on divise par 3 le nombre de personnel nécessaire pour utiliser le parc machine, et on est en train de regarder pour remonter dans la chaîne de production pour pouvoir automatiser les machines en amont et les faire dialoguer avec et travailler en AGV sur les transferts entre un périmètre de production et un autre. Donc on va toujours plus loin. Et maintenant, on est en train de penser sur comment est-ce qu'on peut non seulement travailler sur la machine, mais sur le produit en lui-même. Donc, on essaye d'amener ces technologies-là. Et pareil sur la partie enrouleur, plus là sur la maintenance prédictive en machine learning ou ce genre de choses. On ne va pas jusqu'à l'intelligence artificielle parce que pour l'instant, on n'en voit pas l'utilité à proprement dit. Donc, Emmanuel Perret de l'UMM de l'Ain, qui est, comme je l'avais présenté aussi, co-titulaire de la chaire Transformation 4.0, aurait une question à vous poser. Donc, je vais lui laisser prendre la parole. Merci Fabien, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver. Je voulais poser une question en fait, parce qu'on parle de nouvelles formes de collaboration. On a présenté une cible dans laquelle en fait on avait l'entreprise et autour un écosystème, les normes, le développement durable, etc. Et on voit que tout ça, les frontières sont de plus en plus poreuses en fait, de l'entreprise et son extérieur. Et là, je voulais me focaliser, peut-être vous poser la question sur comment finalement des entreprises comme les vôtres s'impliquent dans le territoire. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, il y a pour vous une nécessité dans cette notion où les frontières sont plus ouvertes, peut-être d'être plus présent sur le territoire dans lequel l'entreprise est implantée? Alors, je ne sais pas si Peggy veut répondre en premier ou Jackie, comme vous voulez. Je vais répondre pour SMP. Dans tous les cas, je pense que la question ne se pose pas d'être ailleurs que dans le territoire, parce que nos structures ce sont des hommes avant tout, avec un savoir-faire immense. Et je dirais, ne serait-ce que déménager de quelques kilomètres serait une perte très importante. Donc, je dirais que c'est pas possible. C'est juste, on est ancré dans le territoire avec nos gens autour, et je pense qu'on ne pourra jamais bouger. Donc, il faut qu'on s'organise autrement. Peggy? Alors, pour le coup, on est très, très ancré dans le territoire. Et on est obligé de s'ancrer dans le territoire et de faire venir du monde en plus, parce que Belay est un petit peu excentré au niveau de l'Ain, donc on est beaucoup plus près de la Savoie que de l'Ain, et on a des acteurs importants tout autour. On travaille activement avec eux, on a un énorme réseau de sous-traitants et de fournisseurs autour de chez nous. Et on est heureux de travailler comme ça, et ça nous a bien sauvé la mise dans cette période Covid. Donc, il faut absolument travailler là-dessus. Et on a eu une action de fond menée depuis 3 ans sur le rapprochement des écoles.
On a accueilli jusqu'à 10 alternants. Donc pour la taille de notre structure, c'est quand même pas rien. Parce qu'on a besoin de faire venir les jeunes et de les faire venir tout de suite après l'école ou très rapidement, de les attirer, de leur donner envie. Et c'est effectivement en travaillant aussi avec les gens autour pour l'accueil de ces jeunes, pour tout ce qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est très, très important. Donc, à la fois pour notre réseau de sous-traitants, de fournisseurs, nos écoles, la commune, le département, la région. Donc oui, c'est plus qu'essentiel. Par contre, notre marché n'est pas là, mais on a besoin d'être ancré pour exister, et pour attirer des talents, pour attirer des gens qui ont envie de rester. Oui, donc ce que vous soulignez, c'est voilà, une connexion avec tous les acteurs locaux, travailler ensemble pour attirer. Est-ce que vous avez aussi des défis? J'élargis un petit peu le débat sur le sujet, parce qu'on parle beaucoup de marque employeur. Est-ce que ça représente une réalité pour vous? Oh oui, oui, absolument. Absolument, et il faut se démarquer, et encore une fois, Belay, c'est pas très connu, c'est pas très attractif, il n'y a pas de gare, il n'y a pas d'autoroute, il y a un hôtel, enfin je veux dire, c'est pas la ville du siècle, et quand on a 20 ans ou 30 ans, c'est peut-être pas la ville où on rêve de s'installer. Donc ça, c'est un premier défi, mais c'est aussi un défi par rapport à l'industrie. L'industrie n'a pas forcément très bonne image, donc redonner envie de venir vers l'industrie, faire découvrir les métiers de l'industrie, là où l'UIMM, franchement, est super actif, et c'est le travail qui est fait porte ses fruits. On travaille sur le salon Smile depuis 3 ans maintenant, donc pour permettre de découvrir le monde de l'industrie à des jeunes de 3e, pour qu'ensuite ça reste dans un coin de leur tête, et que dans leur orientation, ils se disent que tous ces métiers qu'ils peuvent découvrir ou toutes ces formations sont applicables à l'industrie. Et puis on travaille aussi, moi je trouve que nos meilleurs ambassadeurs sont nos employés. Et en fait, si le cadre est sympa, si l'envie est là, si tout se passe bien, si vous avez bonne presse, et on va donner envie aux jeunes de venir. Donc c'est plus qu'essentiel. C'est vraiment plus qu'essentiel de travailler la marque employeur. Et là-dessus, c'est aussi intéressant d'avoir des personnes en ressources humaines jeunes, parce qu'elles savent parler aux jeunes. Je trouve qu'on est un peu vieux, nous, maintenant. Enfin, moi, je parle pour moi. Et effectivement, ils savent utiliser les réseaux sociaux, ils savent ce qui va leur plaire, ils ont plein d'idées. Il faut les laisser mettre en œuvre leurs idées, il faut leur donner beaucoup d'autonomie. Et là, il y a vraiment... enfin, moi, j'ai vu la différence, c'est flagrant. Merci, Peggy. Est-ce que Jackie voulait ajouter quelque chose je pense qu'on est vraiment en phase avec Madame Deutsch sur beaucoup de choses, parce que voilà, on n'a pas le choix, il faut qu'on travaille sur notre image. Et la remarque sur la qualité de notre personnel, c'est clair qu'il est le meilleur vendeur de la société au niveau de sa famille, au niveau de son entourage. Donc nous, on travaille énormément là-dessus aussi. On travaille avec les écoles parce que nos jeunes doivent connaître l'industrie. L'industrie n'a pas une image encore qui est excellente. Il faut qu'on travaille sur l'attractivité de nos jeunes, parce qu'on a encore des talents. Il faut qu'on arrive à les détecter et à aller les chercher, parce qu'on a dans l'industrie des belles structures, et il faut qu'ils les connaissent. Merci, je vous remercie donc pour ces réponses qui, j'espère, ont donné des pistes à creuser pour l'ensemble des auditeurs. Nous souhaitons maintenant revenir sur les échanges riches de ces 4 derniers jours en vous diffusant un bref retour en images. Le télétravail a été à la fois le meilleur et la pire des choses, c'est-à-dire que... Face au défi de notre souveraineté, de la localisation de la production industrielle sur nos territoires. Ce sommet 4.0 est le résultat du partenariat fort et de long terme entre l'UMM de l'Ain et Grenoble INP. Dans la société. Il y a eu une prise de conscience de l'utilité et de la technicité de la musique.
dans le cadre de la chaire Transformation 4.0 et également de la vision. La transformation de la valeur, de sa capture, son anticipation, l'adéquation entre le... Crise. Et depuis 2010, nous avons d'ailleurs signé un accord. Parce que petit à petit, ça va changer leur manière de travailler. Le premier type de compétences sont des compétences techniques, on va dire experts. Le département de l'Ain est le premier département industriel de France. Et pour finir, un des points extrêmement intéressants et qui a été très utile pendant les aujourd'hui, une très faible augmentation du prix de revient du produit. Et alors là, comment vous adaptez justement? Alors c'est extrêmement compliqué. Donc c'est vraiment à l'issue d'un partenariat entre moulistes que cette association a vu le jour. Et dans ces temps-là, il faut à la fois faire le dos rond, montrer notre capacité de rebond et surtout être derrière en capacité de pouvoir apporter une nouvelle ère pour les Français. Et si on n'est pas là, quand tout va redémarrer avec des nouveaux produits, des nouvelles solutions, on sera sorti de la course. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'initiative que prend l'UIMM de l'Ain cette semaine est vraiment une excellente initiative. C'est pas réfléchir. Voilà. C'était un bref bilan des 4 premières sessions que nous avons déjà vécues. Alors, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Daniel Brissot, directeur de Grenoble INP et Génie Industriel, pour un premier bilan à chaud de ces 4 premiers jours de ce premier sommet 4.0 digital. Daniel. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver après 4 jours et de voir que les discussions ont bien progressé. Et puis, bravo pour ce petit film qui montre qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à l'industrie cette semaine et qui sont venues partager avec nous leur expérience. Je vais me permettre de vous donner un peu ma lecture de ces 4 jours, ma compréhension des différentes discussions que nous avons pu avoir lors de ce sommet 4.0. Nous avons étudié 4 thèmes pendant 4 fins d'après-midi, confrontant des analyses de chercheurs avec le recul que ça apporte, des témoignages d'industriels qui ont tenté des choses, qui ont réussi des choses et qui ont pu nous les faire partager, des introductions politiques aux journées qui montrent bien la question de la maturité, de la question de l'industrie du futur. Je pense à Monsieur le Président de l'UMM, à Madame la Ministre de l'Industrie en particulier, qui ont bien voulu nous faire partager leur vision. Et puis, il y a eu toutes les réactions que vous avez eues dans le chat et les questions que les animateurs ont pu relayer, et je vous en remercie. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que j'ai entendu? D'abord, la digitalisation et l'interconnexion des process de production avaient commencé avant la crise sanitaire. Les témoignages l'ont bien dit. Grâce à ça, vous avez pu résister, puis construire pour repartir de l'avant. Nous avons besoin d'une industrie résiliente et adaptive, capable de s'adapter facilement, capable de s'adapter rapidement. Le constat, c'est que la crise nous a fait avancer plus vite que ce que l'on pensait dans cette direction avec les technologies de l'industrie du futur. Vous l'avez entendu, l'industrie du futur, l'industrie 4.0, les technologies de l'industrie 4.0, ce n'est pas une option, c'est un levier obligatoire pour le futur. Vous avez aussi entendu, ça a été répété souvent, je trouve, c'est que les technologies et les collaborateurs font la paire pour l'industrie du futur. Voilà. Alors, avec l'ensemble des visions qu'on a eues là pendant ces 4 jours, ça commence à dessiner une industrie du futur. Qu'est-ce qu'on a annoncé en quelque sorte pendant la semaine? Qu'est-ce que vous avez annoncé pendant la semaine? D'abord, en fait, on va vers une production pour le client. Vous pensez tous au fameux click and collect, ce symbole, ce qui est devenu le symbole des nouveaux services possibles par une meilleure relation avec les clients. Ça ouvre de nouveaux marchés, c'est des nouveaux business models, ça permet de faire plus de services. J'ai aussi entendu que les nouvelles technologies de production permettent beaucoup plus de personnalisation tout en autorisant des petites séries rentables.
Donc, oui, une production beaucoup plus proche du client. Aussi, j'ai entendu une production résiliente comme point assez fréquent. Les technologies de l'industrie 4.0 permettent des chaînes de valeur résilientes grâce à l'IoT, la traçabilité, la transparence des informations, l'information immédiate qui permet de faire un diagnostic et de prendre une décision quand il est encore temps. Aujourd'hui, on a vu résilience plutôt grâce à l'incorporation de nouveaux acteurs dans les partenariats de la chaîne productive. Des acteurs d'ailleurs qui, d'une manière très générale aujourd'hui, étaient des acteurs locaux, des voisins. Alors bien sûr, les universités, les écoles d'ingénieurs, les centres techniques, mais aussi les Fab Labs, quelque chose de complètement nouveau. Et puis, ce qui revient depuis de nombreuses années, tout ce qui est des réseaux et des clusters professionnels. Cette production, on l'a vu aussi, une production pour les salariés. Discussion a bien été sur l'industrie 4.0, change les façons de travailler, améliore les conditions de travail, force à repenser le dialogue social. On a vu aussi que l'industrie 4.0 oblige à repenser le management, quoi. Donc, cette industrie 4.0 donne un sens nouveau au travail, transforme les métiers, appelle de nouvelles compétences, donne du sens à ce que font tous ces salariés dans l'entreprise. Et enfin, dernier point, j'ai entendu une production locale ou une production souveraine. On a des procédés innovants dont on a le savoir-faire ici, sur place, quoi. On sait, on maîtrise la fabrication, la conception de produits, de process complexes. Cette complexité ne nous fait pas peur. On construit des chaînes d'approvisionnement dont on est partie prenante. Donc des chaînes de valeur plus robustes, avec des gens où on se connaît, où on a appris à travailler. Alors je regrette un peu qu'on n'ait pas beaucoup abordé certains points un peu complémentaires dans cette souveraineté, localité. On a peu abordé la gestion intégrée de la matière dans une logique d'économie circulaire, qui nous redonne de l'autonomie. D'une manière générale, la performance environnementale des produits et des services n'a pas été beaucoup débattue, alors que l'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est un point essentiel. Les entreprises n'ont pas le choix, ils doivent prendre leurs responsabilités dans ces domaines-là, et surtout, de mon point de vue de directeur d'école d'ingénieurs, pour que les talents, pour que les jeunes que l'on forme aujourd'hui viennent dans les entreprises, il va bien falloir que les entreprises partagent toutes leurs valeurs et celles-ci en font partie. Donc je regrette un peu qu'on ait été un peu frileux sur cette partie dans la discussion, parce que pour moi, elle fait complètement partie prenante de cette industrie qu'on est en train de construire. Alors, une production pour le client, une production résiliente, une production pour les salariés, une production locale et souveraine. Si on met toutes ces facettes en perspective, et on a vu que les technologies de l'industrie 4.0 le permettaient, on est en train de construire vraiment une vision globale de cette industrie au service de la société, où technologie et humain ont toute leur place. C'est ça l'industrie du futur que l'on veut construire, et c'est ça la contribution de ce sommet, de mon point de vue. Merci Daniel. Marie-Hélène Lebranchu, en tant que déléguée générale de l'UMM de l'Ain, quelles sont pour vous les perspectives suite à ce sommet? Alors, les perspectives, c'est un sommet bientôt. Et donc, Daniel a commencé à nous donner quelques pistes et quelques voies. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci à Daniel pour cette synthèse. Donc, nous arrivons au terme de ces 4 premières thématiques développées dans le cadre de notre sommet en ligne. Et je suis heureuse d'avoir pu prendre ensemble ce temps de réflexion dans ce contexte où il est essentiel d'agir et où il est aussi tout aussi important de prendre du recul. C'était l'objectif de ce sommet, de vous apporter des points de vue complémentaires pour vous aider à dépasser cette crise, à la surmonter. Pour vous aider aussi à saisir des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, quelle que soit votre situation, quel que soit votre état d'avancement, de compréhension des sujets 4.0, que vous en soyez au premier pas du code 4.0 ou que vous soyez déjà très avancé sur ces sujets, sur ces questions.
il est nécessaire, à mon sens, à notre sens, d'aller encore beaucoup plus loin pour une industrie forte. Une de nos priorités est de démystifier le 4.0 pour accélérer sa mise en œuvre et ses applications, y compris dans les PME. Et les questions et les prises de contact déclenchées pendant ce sommet sont encourageantes et notre rôle est de vous aider à poursuivre. Comme il a été dit durant ce sommet, une de nos priorités, c'est la modernisation de notre industrie dans un contexte mondial. Donc ces échanges croisés entre les industriels, les chercheurs et les étudiants sont une des clés de cette industrie forte que nous souhaitons développer. Comme je vous le disais en introduction, nous sommes convaincus que cette crise va marquer les écarts entre les entreprises et profiter à ceux qui se seront saisis des nouvelles opportunités, qui sont en mesure d'intégrer rapidement les nouvelles technologies, les innovations, les nouvelles compétences qui sont liées, les nouvelles formes de travail, les nouveaux modes de management et de coopération. Et la question des compétences, de l'inclusion, du dialogue social, de l'éco-industrie sont aussi des sujets différenciants pour une industrie forte. Alors, le contexte actuel est très anxiogène et je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler que nous sommes à vos côtés, mobilisés pour vous aider à saisir là ou les opportunités qui vous conviennent. Alors ça a aussi été dit pendant ce sommet, la crise que nous connaissons a raccourci l'horizon des industriels. Aussi, il est indispensable de développer votre flexibilité, votre agilité qui vous permettra de vous adapter et nous sommes là pour vous éclairer, pour vous accompagner dans cette prise de recul et dans l'action. Alors pour illustrer les soutiens que nous pouvons vous apporter, il passerait concrètement par l'apport de conseils pour vous aider à vous mettre en ordre de marche, pour vous accompagner dans votre feuille de route, pour faire les premiers pas dans la transformation 4.0, pour travailler sur une ou plusieurs technologies, grâce bien sûr à notre cher industriel transformation 4.0 et aussi grâce aux moyens que nous avons mis en place pour vous aider à candidater et bénéficier des dispositifs du plan de relance lancé par le gouvernement et par les régions. Une aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur vient d'être lancée. Alors n'hésitez pas à contacter l'UMM de l'Ain sur ce dispositif pour que toutes les mesures du plan de relance puissent vous être bénéfiques et pour vous aider à avancer sur le 4.0. Je voudrais maintenant remercier tous ceux qui ont accepté de participer à ce sommet. Donc, on a vu quelques extraits. Philippe Darmaillan, président de l'UMM, d'ArcelorMittal France, Agnès Pannier-Runacher, ministre délégué à l'industrie, Damien Abad, député de l'Ain, Xavier Breton, député de l'Ain et conseiller régional, Stéphanie Pernaut-Baudon qui était en live avec nous, donc vice-présidente du conseil régional, et Jean de Guéry, président du conseil départemental. Je voudrais aussi remercier tous les industriels, donc on en a vu quelques-uns, puisqu'on a vu quelques extraits, qui ont accepté de témoigner, les experts aussi, tous ceux qui œuvrent à la réussite de notre chaire et à l'ancrage, au soutien et au développement de l'industrie. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement les chevilles ouvrières de ce sommet, Emmanuel Perret, Fabien Mangione, Philippe Yannick, qu'on n'a pas vu ce soir, et Julien Bajolet, qu'on ne voit pas non plus, mais qui est à la manœuvre. Je vous le disais lundi, c'est un beau message collectif que nous transmettons durant ce sommet, qui, je vous rappelle, bien sûr, se poursuit demain. Et ces échanges croisés entre industriels, chercheurs et étudiants sont une clé de cette industrie forte. Ça a été dit, si la France veut rester un pays qui produit, où l'industrie a une place forte et structurante, l'industrie 4.0 n'est pas une option. Alors pour cela, nous avons besoin de travailler tous ensemble, acteurs économiques et toutes les parties prenantes. Et je voudrais terminer ce message par aussi ces messages d'inclusion qui ont été développés pendant ce sommet pour une industrie humaine. Sont des messages importants pour moi, pour nous tous et auxquels nous nous associons. Donc merci à toutes et tous et à très vite pour vous aider à avancer concrètement. Pour ceux qui ne sauraient pas comment nous contacter, je vous invite à aller sur notre site internet www.umm01.fr. Alors à très bientôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour notre prochain sommet 4.0 que nous prévoyons pour 2021.
et aussi à très bientôt pour nos événements et nos ateliers. Merci Marie-Hélène. Nous arrivons donc au terme de ces 4 premiers jours du sommet 4.0 digital, première expérience numérique de ce type entre l'UMM de l'Ain et Grenoble INP Génie industriel. Mais ce n'est pas encore fini puisque demain, vendredi, le dernier webinaire de ce sommet sera sous une forme différente puisque ce sera un atelier innovation sur les 3 grands blocs, conception optimisée, fabrication et contrôle et métrologie. Les fournisseurs mondialement reconnus sur ces thématiques interagiront avec vous. Attention au changement de planning puisque ce séminaire aura lieu demain à 11 h et pas à 16h30. Enfin, je vous rappelle que ce webinaire sera prochainement disponible en replay et surtout, n'hésitez pas à revenir vers Emmanuel Perret de l'UMM de l'Ain et moi-même si à la suite de ces différentes présentations, vous souhaitez vous engager ou intensifier votre démarche vers l'industrie 4.0. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Le télétravail a été à la fois le meilleur et la pire des choses, c'est-à-dire que face aux défis de notre souveraineté, de la localisation de la production industrielle sur nos territoires. Ce sommet 4.0 est le résultat du partenariat fort et de long terme entre l'UMM de l'Ain et Grenoble INP. Dans la société. Il y a eu une prise de conscience de l'utilité et de la technicité de l'industrie. Dans le cadre de la chaire Transformation 4.0 et également de la vision. La transformation de la valeur, de sa capture, son anticipation, l'adéquation entre le crise. Et depuis 2010, nous avons d'ailleurs signé un accord. Parce que petit à petit, ça va changer leur manière de travailler. Le premier type de compétences sont des compétences techniques, on va dire experts. Le département de l'Ain est le premier département industriel de France. Et pour finir, un des points extrêmement intéressants et qui a été très utile pendant la crise. Aujourd'hui, une très faible augmentation du prix de revient du produit. Et alors là, comment vous adaptez justement? Alors c'est extrêmement compliqué. Donc c'est vraiment à l'issue d'un partenariat entre moulistes que cette association a vu le jour. Et dans ces temps-là, il faut à la fois faire le dos rond, montrer notre capacité de rebond et surtout être derrière en capacité de pouvoir apporter une nouvelle ère pour les Français. Et si on n'est pas là, quand tout va redémarrer avec des nouveaux produits, des nouvelles solutions, eh ben on sera sorti de la course. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'initiative que prend l'UMM de l'Ain cette semaine est vraiment une excellente initiative. C'est pas réfléchir.